Le caractère au singulier, c'est la personnalité. Les caractères au pluriel, ce sont les traces porteuses de sens qui composent la langue chinoise. Caractère, c'est un invité qui nous raconte son histoire avec la Chine. Pour ce 3e épisode, j'ai l'honneur de recevoir Nicolas Némiri, artiste français installé dans les Routongs de Pékin depuis bientôt 10 ans. Ensemble, nous parlons de sa vie à Pékin pendant le Covid, son moyen métrage The Ruthless Blade, son amitié avec Kim Jong-gi et son rapport avec la langue chinoise. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Nicolas Némiri, je vous invite chaleureusement à aller découvrir son univers sur son compte Instagram nemiri.nicolas ou sur son site officiel. Bonne écoute à toutes et à tous. Pour en revenir un petit peu sur ça, le fait que tu aies pu garder une certaine liberté pendant le Covid, c'est des choses qui ont participé au fait que tu as choisi de rester là-bas et ça t'a pas semblé invivable, même avec les régulations? En fait, ça a été invivable à la fin, en fait. La dernière année, ça a été l'enfer. Mais c'était pas possible de partir parce que j'avais lancé déjà le court-métrage, là, enfin, le moyen-métrage. Et qu'on avait bien avancé, que ça s'annonçait bien. Donc je serais parti, j'aurais pas pu revenir à cause des restrictions. Et je trouvais que le sacrifice en valait pas la peine. Donc j'ai pris sur moi. Et puis ce moment-là, on avait vraiment envie de le finir. Il y a eu des moments un peu difficiles. On savait pas si on pourrait le finir. Enfin, c'est une production. En Chine, c'est très comment dire, pour être poli, si je veux dire français, c'est très bordel en fait. C'est facilement. Moi, j'ai bossé sur plusieurs productions qui sont écroulées en cours de route. Et là, on a tenu bon. Donc, et ça a bien marché. Et du coup, ouais, c'était dur. En fait, ce qui était dur, c'était les tests en permanence. Et on était arrivé à un point où je te dis, les gens trichaient parce que ça devenait insupportable. C'est que ils nous pistaient en fait. Genre, moi, je rentrais du boulot en vélo. Il y avait on se faisait borner genre, on était à 800 mètres d'un endroit, ils avaient trouvé un cluster. Les flics te rappelaient le lendemain, quoi. Ils savaient que tu étais pas resté là, quoi. À tel endroit, à telle heure, pour que tu ailles faire un test, je sais pas où. Et ça m'est arrivé 3 fois dans la semaine, toi, il faut que tu te déplaces pour faire. Heureusement que j'ai jamais été positif. J'ai été positif, tu sais quoi, on a tous été positifs le jour où ils ont tout ouvert. Puis surtout, je suis pas rentré pendant 4 ans, quoi, du coup. Donc, c'était un peu dur, ouais. On était plusieurs à pas être rentrés pendant 4 ans. Donc. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, parce que moi, de tous les gens qui n'étaient pas chinois, qui habitaient en Chine, je crois que tu fais partie des 2 personnes que je connais qui sont restées là-bas. Donc c'est vraiment très peu par rapport à tous les gens que j'ai croisés. Et justement, je me demandais si toi, t'avais gardé des contacts avec d'autres étrangers pendant le Covid. Ah ouais, il y avait certains qui sont restés, ouais. Il y a plein qui sont partis en cours, qui ont regretté d'être partis aussi, parce qu'ils se sont retrouvés sur la seconde vague après en France, où c'était d'autres restrictions, c'était compliqué. Moi, je te dis, c'était vraiment la dernière année, les 9 derniers mois, ça a été l'enfer. Là où ils étaient en train de serrer la vis. Alors qu'avant, autant ils serraient la vis en Europe comme des malades, chez nous, c'était vague, quoi. Et ils ont serré la vis à la fin parce que, je sais pas. D'ailleurs, ça a été la révolution, enfin, ça a été limite les émeutes, quoi. Donc, moi, j'ai vu la révolution des papiers blancs, là, tu vois. C'était à côté de chez moi et tout. Avec la répression après, tout ça. Donc, ouais, en vrai, c'était la fin que ça a été dur. C'est ça qui est bizarre. C'était pas tout le long. Pendant 3 ans, il y avait du haut, des bas, mais c'était pas bloqué. Non. Alors, on n'était pas... Ouais, ça allait, quoi.
Je trouvais que même ça allait mieux qu'au State. Au State, c'était l'enfer. Et justement, sur la révolte des papiers blancs, moi je l'ai suivi un petit peu parce que justement je m'intéresse à la Chine, etc. Mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout été médiatisé en France et dans le reste du monde en général, je pense. Est-ce que toi qui l'as vécu de l'intérieur, tu peux nous raconter? Alors, c'était bizarre. En fait, c'était très bizarre parce qu'il y a eu plusieurs moments, en fait, où les gens ont pété les plombs parce que ça a commencé dans les usines de Apple, là, comment ça s'appelle, enfin, comment ils appellent, Facom, je sais plus comment on dit, bref. Où les mecs étaient enfermés là-bas, ils pouvaient pas sortir, enfin, et ils sont révoltés, quoi. Ça a été très brutal. Ici, il y a eu plusieurs accrochages avec les gars en blanc, on les appelait les gars en blanc, là, les combinaisons, là. Parce qu'ils faisaient plus en plus. En fait, le truc, c'est que les gars, ça devenait un business, en fait. Tu vois. Les gars qui faisaient les tests, c'était un business, en fait. Donc, ça les arrangeait que. Donc, il y avait ce côté un peu artificiel et tout. Et puis, les tests, je pense qu'ils marchaient une fois sur deux, ou c'était fait à l'arrache, tu vois, c'était pas. Il fallait faire la queue, ça te prenait. Bref. C'était une vraie contrainte, quoi. Et alors le truc c'est que les papiers blancs c'est plus dans les facultés que ça a commencé en fait. Moi en tant qu'étranger j'ai évité les troubles parce qu'en fait nous on a été surveillés quoi. Et par exemple je sais que quand il y a eu les trucs près de Sanlitun là quand ils sont tous réunis près des canaux et tout, Sanlitun c'est un des centres près des ambassades en fait. Il y a eu plein de monde. Moi, je suis passé par là pour revenir du taf, toujours en vélo. Je les ai vus, je suis passé à travers. Et après, quand tu passais de l'autre côté, rue, comment ça s'appelle, Don Jimène, tout ça, côté derrière Saint-Nétoul, en fait. Et là, il y avait tous les flics qui étaient en cache et qui attendaient la fin de... que quelqu'un leur donne l'ordre de faire la fin de partie, quoi. Mais ils sont restés là pendant 3 heures. Moi, je les ai vus 2 fois parce que je suis passé et ils étaient tous là. Et j'ai fait, ouais, donc là... Ça va être chaud. Et bon, ils n'ont pas été violents, mais ils ont noté les gens, en fait. Tu sais, comme t'es borné, maintenant, ils font plus ils viennent chez toi ou ils viennent t'appeler, quoi, en fait. Ah si, un truc que je faisais, mais pour pas être borné, je portais plus mon téléphone avec moi, en fait. Du coup, je sortais sans mon téléphone pour pas avoir cette espèce de truc où les flics t'appellent et tout. Donc, le seul moyen qu'ils avaient de te pister, c'est le téléphone. Donc, je prenais pas mon téléphone, je laissais mon iPad au bureau, où il y avait tout dessus, quoi. Il a fallu apprendre à vivre sans téléphone, ouais. Ouais, mais ça me dérangeait pas, moi. Je veux dire, même quand j'allais faire les soirées, il y avait plein de soirées clandestines qui se faisaient, les bars qui ouvraient en clandestin. La règle, c'était pas amener les téléphones, pour pas se faire borner, en fait. Il y a des gens, il y avait des gens qui amenaient leur téléphone parce qu'ils pouvaient pas s'empêcher, ils se sentaient unsafe sans leur téléphone, alors qu'en vrai, c'était l'inverse, quoi. T'existes pas, en fait. C'est là qu'est apparu aussi le paiement automatique, obligatoire. Tu sais, tout le monde paye par téléphone maintenant. Avant, j'utilisais que du cash, même pendant le Covid. Et maintenant, je n'utilise plus, puisque personne n'a de monnaie à chaque fois. Ouais, le Covid a vachement fait progresser leur système. Mais c'est ça, c'est que si t'as pas ton téléphone aujourd'hui, tu peux survivre, mais bon, tu peux pas acheter, tu peux pas. Il y a plein de prendre le métro, ce genre de choses. Tu peux encore, hein, mais alors en fait, il y a plein de trucs que tu peux en fait, mais c'est juste. Tu sais, l'été dernier, je suis allé dans la montagne, j'avais des potes, on a loué une maison, tu sais, au nord de Pékin, et il y a eu un gros typhon qu'ils n'avaient pas vu depuis 140 ans, et la vallée a été inondée. Moi, j'étais dans les hauteurs. La montagne a tremblé, c'était un désastre. On est resté coincé 5 jours là-bas. Et j'étais le seul à avoir du cash. Tu sais quoi? Le téléphone marchait plus, il n'y avait plus internet, plus rien. Et j'ai même dépanné les gars, les flics là-bas pour pouvoir acheter à bouffer, parce qu'en fait, il n'y avait plus de machine, quoi. Plus rien marché. Les gars, ils arrivaient, est-ce qu'on peut emprunter? Je dis, j'ai 100 quoi, et tu veux. Puis tu me rendras plus tard. Et je donnais mon adresse sur... Ouais, donc ça peut sauver la vie d'avoir un petit billet dans le portefeuille. Moi, j'ai quasi 50 balles, et donc en vrai, j'ai connu le moment où il n'y avait pas tout ça, en fait. Et j'ai des vieux réflexes de vieux con, en fait. Bah, comme quoi t'es pas toujours le vieux con dans ces cas-là. Ouais, c'était drôle. Ouais. Bon, bref. Les gens qui sont restés... À la fin, on devenait un peu fou, quoi.
Il y en a qui étaient vraiment déprimés. Moi, j'étais pas déprimé, mais comme j'avais trop de taf, mais j'étais pas super non plus. J'en avais plein de cul. Parce qu'on pouvait pas bouger non plus de Pékin. Et puis selon les provinces, ils n'avaient pas les mêmes applications pour les QR codes. Fallait que tu réadaptes. Enfin, bon, c'était tout un truc. Les avions, fallait. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on s'en souvient moins. On a zappé ce truc-là alors que c'était vraiment dystopique. Ouais, c'est de la science-fiction quand même. Ouais, et puis c'est vrai que c'est ce qui est étonnant. Hein, j'ai un ami, justement, un de mes amis italiens qui était resté à Pékin aussi. Il m'a raconté qu'en fait, ça avait commencé comme ça d'un peu du jour au lendemain, avec beaucoup de régulations, beaucoup de règles, etc. Mais que de la même manière que ça avait commencé très rapidement, très brusquement, bah ça s'est aussi arrêté très brusquement et du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Ouais, c'était chelou. Ouais. Après, il fallait se réadapter, c'était hyper bizarre. Ouais. On était tous un peu post-traumatiques, c'était hyper bizarre. Ouais. Mais bon, c'est un peu dans le monde entier pareil, hein, j'ai l'impression. C'est pas que en Chine. D'ailleurs, il y a une bonne blague maintenant, on dit, c'est les Chinois qui m'ont dit ça à LA. Je dis, c'est quoi la différence entre Wuhan et Las Vegas? Bah, je dirais qu'il y a quand même moins de casinos à Wuhan, mais Non, c'est pas ça, c'est ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Maintenant, oui, c'est différent. Je te dis, tout est numérique maintenant. Donc, par contre, c'est vachement, tout est pratique. C'est-à-dire que tu peux avoir tes papiers sur. Enfin, tout est simple, quoi. Tout est convenient. Mais par contre, ils te tiennent en laisse, du coup. T'es complètement dépendant du système. Mais ça s'est perfectionné avec le Covid, en fait. Il y a le avant et après. Avant le Covid, ça restait vachement mixte, comme entre le analogue et le numérique, il y avait le choix, quoi. Et puis le Covid, ça a vraiment achevé le truc. Et moi, je suis pas, par exemple, le crédit social, je le vis pas, mais j'ai une copine qui a des problèmes avec sa famille, qui a des problèmes avec la justice, du coup, elle peut pas voyager, elle peut pas faire ci, enfin, elle passe pas à travers les mailles, quoi. Faudrait qu'elle ait une voiture, ou, tu vois, tu peux pas utiliser les transports en commun pour aller d'une ville à l'autre. Enfin, c'est compliqué, ouais. Et puis te trouves super facilement, quoi. C'est effrayant, ouais, je me dirais. parce que là, justement, tu racontais des événements où tu peux être contacté par les autorités, par ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as réussi à apprendre le chinois, en fait, directement Toujours pas, non. J'aurais pu. En fait, j'ai un problème avec les mémoires. J'ai une mauvaise mémoire des sons et des tons, surtout. Du coup, je suis hyper timide. Je comprends un peu, en fait, plus. L'anglais, ça a été pareil. J'ai mis longtemps, et puis maintenant, c'est courant. Par contre, par exemple, le japonais, c'était vachement plus facile à remémoriser, parce que les sons, je les entends, en fait. Il n'y a pas de ton, donc c'est hyper simple. Et le chinois, maintenant, je comprends un peu, mais je parle pas du tout. Et puis, je peux déchiffrer. Les caractères, je peux encore les déchiffrer plus. J'en déchiffre de plus en plus, mais ça, c'est parce que j'ai une mémoire visuelle, donc je sais de quoi il s'agit. Quand j'ai acheté à manger ou des trucs comme ça. Dans la rue, je vois qui est quoi. Mais parler, non. Les daïs, les routons, ouais, je comprends un peu parce que les daïs me parlent tous les jours, donc je commence à savoir de quoi ils me parlent à chaque fois. Il y a 3 sujets de conversation avec eux, c'est la bouffe, les oiseaux, parce que c'est des gros collectionneurs d'oiseaux, et les infos, parce qu'ils n'arrêtent pas de me parler des infos chinoises, quoi. De ce qui se passe en France, parce qu'ils regardent, parce que je suis français, donc ils regardent les news pour moi, c'est assez bizarre, je pense, c'est marrant. Donc j'ai la version des news françaises. Et j'ai vu que parfois tu dessinais ou tu écrivais plutôt des caractères chinois dans tes dessins, dans tes œuvres. Comment tu l'as apprivoisé cette technique de calligraphie? Comment ça s'est passé? J'essaie de me souvenir, en fait. Alors, il y a des trucs que j'oublie toujours, faut que je les refasse. Et quand j'ai une idée en précise, en fait, bah, je vais chercher, quoi. Le plus dur, c'est de trouver le sens qui convient le mieux, enfin, qui soit le plus juste. Parce qu'il y a quand même... Toi, tu parles chinois, donc on n'a pas le même rapport. Moi, j'ai une vision vachement abstraite du truc, c'est que selon les gens, selon les générations, ils disent pas exactement les mêmes choses pour les mêmes trucs. Et je sais que... Même en français, moi, j'ai du mal à m'exprimer clairement sur certains sujets.
Je vous préviens, il y a les chats, ils vont venir nous emmerder. Ah, bon. Là, j'aimerais bien apprendre plus sérieusement, donc je sais que j'apprends plus vite avec les jeux, par jeu. Je m'amuse avec un voisin, un gamin là, qui a un jeu pour apprendre le chinois. Mais c'est pareil, c'est des jeux de mots. Donc, j'ai pas mal aventuré avec toi, avec ça. Et du coup, ça rentre plus dans la tête, en fait, ça, comme les parties de ping-pong. Mais sur les trucs basiques, hein, sur la bouffe, sur les lieux où aller. Ou, bah, voilà. Donc, je l'ai appliqué sur mes trucs, quoi, sur mes dessins, en fait. Je me suis amusé à les utiliser. D'accord. Et tout ce qui est la calligraphie? Ça, je sais le faire. Ça, je sais le faire. C'est pas difficile, en fait. Pour moi, c'est comme dessiner, en fait. Donc, et parfois, je triche. Hein. On me dit que je vais pas dans le bon sens, mais je sais exactement où est le poids du pinceau et tout. Mais des fois, je sais pas. Je connais pas bien l'ordre des traits. Mais je sais où est le poids du pinceau et tout. Donc, ça, c'est bon. Ouais, des fois je respecte pas le sens, mais en fait tout le monde croit que c'est fait. En fait c'est que des traits, donc les traits sont soit ils finissent, soit ils terminent. Je fais fini ou termine, mais je les fais pas dans l'ordre en fait. Je fais exactement où il commence, où il finit, mais je fais pas la combinaison des traits dans le bon sens. Je le fais comme c'est le plus simple pour moi à ce moment-là. Mais j'arrive à le faire pas trop mal. Ça oui. À parler, je suis nul, mais... Chacun ses points forts et ses points faibles. Mais justement, sur ton style qui pourrait apparaître, enfin en tout cas pour moi, quand je l'ai découvert, ça m'a apparu très asiatique, au sens où il y a beaucoup de travail sur l'encre, sur les textures, sur le mouvement, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ça t'est venu, comment est-ce que t'as trouvé ton style? Alors, je crois que j'ai toujours eu ce style, en gros. C'est plus... ça a mis longtemps que je l'accepte, en fait, tant que tel. En fait, j'ai toujours essayé d'éviter ce truc-là, et de vouloir faire des dessins bien faits, comme tout le monde et tout. Et c'est petit à petit, je me suis mis à m'accepter, en fait. Et il y a, tu vois, Kim Jong-ji, parce qu'en fait, on se connaît depuis 2011, un truc comme ça. Mais on s'est rencontrés qu'en 2014, en vrai. Et il y a déjà 10 ans. Et en 2011, il m'avait écrit pour participer à un truc. Et il croyait que j'étais une chinoise, en fait. Il croyait même pas que j'étais un mec, il croyait que j'étais une nana chinoise. À cause de ce truc-là, ouais. La façon dont je composais les trucs. Et quand il a vu que j'étais un dude, ça l'a choqué. Et et donc ouais, en fait, de mon enfance, il y avait déjà les trucs asiatiques chez moi. Ça a dû me marquer. J'étais vachement marqué aussi par la peinture espagnole. Alors, ça n'a rien à voir, mais genre Goya, des trucs comme ça. Je trouve que ça lié aussi dans mon dessin. Et ce que j'ai vraiment découvert, mais que j'avais déjà un peu compris, c'est que alors, pour être plus simple, j'avais un oncle, enfin cousin éloigné de ma mère, qui était architecte. Et lui, il m'avait, quand j'étais gamin, enfin, je 12-13 ans, il m'avait donné 2 exercices à faire de dessin. Mais je pense qu'ils sont inspirés de trucs japonais, parce que lui, il était à fond dans l'architecture de bois et tout ça. Et c'était de dessiner les vides et de prendre conscience que les espaces, c'était pas une perspective à l'occidental où tu as un point de fuite et tu traces les traits. C'était plus une notion d'espace, des pleins et des vides entre les formes et c'est comme ça que tu composes, en fait. Tu crées des espaces, des profondeurs et tout. Mais ça, c'est plus l'école asiatique de peinture. Mais à l'époque, je savais pas, j'étais un gamin. Ça m'a formé pas mal, en fait, pendant mon moment. Après, j'ai fait les arts appliqués où je suis revenu à la version occidentale, où il fallait super clean. Et j'étais pas... je le faisais au mieux, mais j'étais pas très à l'aise. Quand j'étais au Japon, les gens ils disaient que je dessinais comme les Chinois là-bas.
Pour moi, c'est un mystère. Il y a une sensibilité, bien sûr, du truc chinois, mais je pense que c'est un vrai mélange de tout, en fait, de tout ce que j'ai digéré, que ce soit occidental. Parce que j'adore aussi la BD sud-américaine qui m'a vachement influencé. Quand je dessine, j'ai toujours l'impression de marcher sur une corde, c'est comme un funambule, je suis, je vais tomber. Ouais. C'est pas un truc assis et tout. Junji, c'est vraiment assis, par exemple. Il sait où il va et tout. Moi, j'ai pas d'image dans la tête avant, j'y vais et après, sur le chemin, je découvre. Hein. Et tu disais, ton oncle, il te donnait 2 exercices, c'est ça? Donc, tu avais un... Ouais, un autre exercice, c'est dessiner ce que je voyais, mais pas de mon point de vue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la vieille théorie, c'est une théorie, mais que j'ai découvert après, on parlait, mais c'est de faire travailler ton cerveau, les différentes parties de ton cerveau. Cerveau droit, cerveau gauche. Et de pas être le centre de la scène, en fait. Te décentrer et dessiner ce que tu vois exactement, mais d'un autre point de vue. Je trouve que c'était un bon exercice. Ça fait travailler ton imaginaire, ça force ton imaginaire. En fait, ça force ton esprit à reconstruire un truc que tu vois. Mais de toute façon, ça force ta mémoire visuelle, en fait. Parce que mémoire visuelle, c'est pas vraiment de la mémoire, c'est une reconstruction de ce que tu as expérimenté avant, en fait. Tu recrées une image, en fait, dans ton esprit. C'est pas une image qui vient comme une photo de ce que tu as vu. Et donc, faire cet exercice, ça te force, ça muscle ton cerveau à reconstruire un truc dont tu es témoin en live. Donc, au début, c'est difficile. Et ce qui est très curieux, c'est quand tu te forces à faire ça, en fait, les 20 premières minutes, ton cerveau, il te dit oui, je suis fatigué, t'as sommeil, t'as vraiment la sensation du sommeil et tout. Parce qu'il est fatigué, ça lui demande de l'effort. Et une fois que t'as passé les 20 premières minutes, t'es dans un état second un peu high, comme si t'avais fumé un joint ou bu une bière un peu forte. Et ça vient tout seul, et ça devient un vrai jeu, quoi. Ouais. Bon, bref. C'est une bonne technique, quoi. Ouais, je le refasse, mais ouais, ça aide pas mal ça muscle ton imaginaire et en même temps, tu documentes en live de ce qui est vraiment. Et alors, tu mentionnais Junji qui nous a quittés de façon assez brutale il y a à peu près 1 an et demi. Toi, je sais que tu étais très proche de lui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que t'as été amené à le rencontrer et puis après à faire partie un peu de la famille Super Annie? C'est bizarre. En fait, j'ai des souvenirs un peu vagues de ça parce qu'il se passe plein de trucs, mais moi je sais que comment on s'est contacté la première fois, c'est ce que je t'ai dit, c'était pas directement en fait. Et c'est mon scénariste qui m'a aidé à la rencontrer parce qu'il bossait avec lui quand j'étais revenu de Hong Kong. J'étais revenu en 2014, donc ouais, c'est ça. Et on s'est croisés, on l'a tout de suite accroché, mais on avait déjà, en fait, avant eu des liens, on dit à distance, quoi. Et là, ils m'ont proposé de faire un artbook, mais ça a mis plus longtemps, en fait. Au début, j'avais pas trop confiance en mon truc, quoi. Je dis ouais. Et on est resté en lien, en fait, jusqu'en 2014, jusqu'en 2017. Après, je suis allé les voir plusieurs fois en Corée. Ils m'ont invité plusieurs fois. On a fait le artbook. Ensuite, on a fait plusieurs tournées ensemble, quoi. Los Angeles, New York, en Chine, en France. Et on était assez complices. À Malte aussi. Bon, j'ai pas fait tout parce que eux, c'était leur truc, leur machin. Moi, j'avais une autre vie aussi, donc. Et puis, voilà. Mais c'est comme ça, ouais. Enfin, je fais ça en gros. Et ouais, c'était assez spécial. Ouais, c'était cool. Je suis assez. Je sais que c'était un privilège en fait. Parce que. Ouais. Enfin, je sais pas quoi dire trop là-dessus. C'est un peu difficile à digérer encore. On avait cette espèce de facilité d'être ensemble en fait. C'est ce qui était fun. Camper ensemble, dans des endroits pas possibles.
Et ouais, on n'était pas obligé, on disait beaucoup de conneries, on vivait les moments à l'instant, il n'y avait pas de compète ou de blabla. Et il m'a vachement motivé, il m'a poussé à être moi-même et m'a aidé à. J'étais déjà moi-même, mais et c'était important d'être reconnu en tant que. Il m'a donné pas mal de force en fait. Et alors, pour la collaboration, alors tu as eu cette collaboration avec Super Annie. Après, tu as eu une collaboration donc, pour ton projet à toi qui était donc Miao Cheuilly. Alors, cette histoire, c'est un peu bizarre. En fait, je bossais pour. Mais j'ai toujours eu ça, quoi. En fait, j'ai beaucoup navigué comme ça. J'ai jamais eu de plan de carrière très précis. J'ai pas fait une vraie carrière de BD, j'ai pas fait une vraie carrière de truc. Mais j'ai toujours dessiné et j'ai toujours privilégié le présent, en fait, l'instant. Donc en vrai, quand je regarde avec le recul, j'ai navigué, parce que j'ai fait des trucs pour Kodansha aussi. C'est des rencontres à chaque fois qu'il faut que je suis allé à tel endroit ou à un autre. Et Miao, en fait, j'étais dans un studio où ça n'avait pas marché, puis j'avais rencontré un Canadien, un Québécois, qui bossait pour une autre boîte. Euh, un autre Nicolas, d'ailleurs. C'est un grand producteur designer en cinéma, en fait. Il a bossé pour X-Men, il a bossé pour plein de trucs, là. The Great Wall, des trucs comme ça. Et son boss, c'était un storyboarder chinois, quoi. Qui aimait bien mon style, apparemment. Et qui m'avait proposé de bosser 2 fois sur des trucs en freelance, quoi, pour leur boîte. Et après, il voulait que j'intègre la boîte, puis j'ai hésité parce que j'étais assez loyal avec l'ancienne boîte. Même si ça coulait, j'ai du mal à quitter les potes. Quand le bateau coule, je pars pas comme un voleur, quoi. Donc, je suis resté jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on ait plus une thune, plus tout le monde était ruiné. Et puis je suis allé dans l'autre boîte, j'ai commencé à bosser j'ai toujours bossé à mi-temps chez eux, en fait, sur des projets. Et mon style est un peu bizarre, donc ça marche pas toujours. Mais il a insisté. Et à un moment donné, je me suis mis à faire une BD avec le tigre. Je me suis mis à commencer une histoire improvisée, quoi. Et j'en ai fait une 30aine de pages, quoi. Je suis en train de le finir, d'ailleurs. Et de là, on a commencé à avoir envie de faire Au début, on nous a proposé de faire un court-métrage de... Même pas un court-métrage, à 3 secondes, en fait, pour Bilibili. Et mon boss m'a dit, on va le faire avec ton tigre, on va essayer, quoi. Puis ça fait rien à voir, on l'a fait. Ça s'est fait en 1 semaine, le truc. C'était bien taré. Et après, ils nous ont donné les thunes pour faire plus long. Et on a explosé le budget. Enfin, bref. Et ça nous a pris 2 ans, en fait. Mais ouais, c'est cool. Ouais. J'espère qu'on pourra le publier. Je pense qu'il sera diffusé à l'étranger dans 1 an. Enfin, moins d'1 an, dans 6 mois, quoi. Est-ce que vous avez déjà trouvé un titre anglais? C'est un titre bateau, en fait, c'est The Ruthless Blade. Mais ça a un sens dans l'histoire. Ça semble cliché, mais en fait, tout le monde pensait que c'était un truc cliché, mais il faut voir en entier, c'est assez drôle, en fait. C'est tragique et drôle. Ouais. Moi, j'en suis assez fier. Au début, on savait pas trop, puis finalement, ça marche bien. On voudrait en faire un deuxième, une suite, parce on avait plein de scripts, et on voulait mettre, mais on verra, ça, c'est pas sûr encore. Parce qu'on a toujours, on a explosé le budget, ça nous a bien plombé. Mais ça valait le coup. Franchement, c'était cool. Quand tu verras, tu me diras après. Ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, ouais. Et puis non, mais c'est génial que vous ayez réussi à finir le projet dans des conditions difficiles aussi. De toute façon, il n'y a pas de prod facile, hein, je crois. Production. En plus, nous, on l'avait jamais fait de nos propres films. On a toujours bossé en pré-prod pour des films, quoi. Donc, on a tout appris sur le tard. Et avec les connaissances qu'on avait de nos expériences, tous, c'est pareil, ouais. Mais ça a été dur. Je tapais tous les décors, les trucs. Enfin, c'était un truc. Ouais. Et puis une équipe assez réduite en plus. J'ai l'impression que c'était quand même. Non, il y a eu en fait, ouais, c'est assez réduit, mais il y a eu 3 studios. Alors, le nôtre, un studio de 3D anime 3D, et un studio de 2D pour la fin. C'était une passage en 2D.
Et nous, on a fait tous les layouts, tous les storyboards, tous les designs, tous les trucs, quoi. Ça, par contre, on était une toute petite équipe, ouais. On va être 8, même pas. Ouais, ça doit être un travail énorme. Bah, on s'en rend compte après, mais sur le moment, moi, en fait, je surnage. Je suis tout le temps avec le Covid et tout, c'était super dur. Mais on a mis un peu de temps à s'en remettre, en fait. Après, là, je commence juste à me remettre à bosser. Et alors, tu disais, il y aura peut-être une suite. Est-ce que là, t'as des projets actuels qui sont en parallèle de ça? Comment est-ce que t'as pu enchaîner après avec un projet aussi lourd? Est-ce que tu t'es accordé quelques semaines un peu de repos? Comment tu t'es un peu recentré sur ton... Bah, je suis allé voir ma famille, parce que j'avais pas vu depuis 4 ans. Après, je suis allé au State aussi. Je suis allé faire une autre expo à Nucleus. Je suis allé à un festival d'animation là, à Burbank qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Où je l'ai montré d'ailleurs. Ça s'est bien passé. Après, je suis allé en Corée, à l'époque, que j'avais pas vu depuis le décès aussi. Ouais, j'ai eu un moment un peu plus calme. Et puis là, je suis revenu, je dois finir la BD pour le Tigre. Je vais lancer un autre projet. En fait, je développe une autre IP. J'en ai deux, faut que j'essaie. En fait, j'ai 3 idées, il faut que je les fasse. Et ça prend pas mal de temps. J'essaye de finir la BD que je faisais avec Kurokuma. J'ai un artbook à faire, le artbook 2 à faire pour Super Annie aussi. Et quoi d'autre Si j'ai un show en Corée avec un Super Annie en juillet ou juin. Et un truc à Singapour. Il y a plein de trucs prévus en fait. C'est chouette de voir que ça se normalise un peu et que tu reviens à une vie normale après le Covid. Tu dois rester encore un petit bout de temps à Pékin, t'y es bien là? Bah, pour l'instant, oui, puisqu'on a des trucs à faire ensemble, donc il n'y a pas de raison que je bouge. Si je bouge, ce sera pour un autre truc, quoi. Mais à chaque fois que j'ai bougé sans savoir ce que je voulais, c'était pas une bonne idée. Donc c'est mieux de bouger avec un projet en tête, quoi. Et puis, j'ai toujours bougé sur un coup de tête, mais par rapport à un truc qui se présentait, en fait, pas dans le vague. Ça m'est arrivé et ça n'a jamais bien fonctionné. Enfin, fonctionné, il n'y avait pas de... Tu me diras, en fait, ça, c'est qu'on s'en rend compte qu'après, en fait. Euh, j'ai tenté plein de trucs, mais c'est ça qui fait que je suis arrivé là aussi, en fait. C'est l'école de la vie, en fait, t'apprends de tes échecs. C'est un peu bateau de dire ça. Mais en fait, si, c'est ça, quoi. Tu grandis. Mais j'ai pas eu une vraie carrière très normale, en fait, ouais. Je suis ni expatrié, parce que je suis pas un expat, je suis un migrant, en gros. Et j'ai dit, je suis un bon clochard céleste, entre guillemets. Ouais. Je roule pas sur l'herbe du tout. J'ai préféré une certaine liberté au confort. J'avais une dernière question à te poser. C'est une rubrique que je voulais faire un peu pour la découverte gastronomique, la découverte de la bouffe depuis un point de vue des étrangers en Chine. Et je me souviens que toi, tu étais un grand fan de Mapo Tofu. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est le truc facile, en fait. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup le mapo tofu, mais quand c'est bien fait. Et c'est pas facile à trouver les bons mapo tofu. Parce que c'est souvent plat de base avec du mauvais tofu, enfin bref, avec du gravy de porc dégueulasse. Mais quand c'est bien fait, j'aime bien. J'aime bien le mapo tofu Sichuan style. C'est ça, c'est plus une spécialité que tu trouves dans le sud, côté Sichuan et tout ça. Ouais. Ouais, Sichuan, ils le font bien. Mais en fait, quand je vais à Chongqing, c'est une de mes cuisines préférées. Sichuan, Yunnan aussi, j'aime bien. Mais Sichuan, je trouve, bon, ça arrache, mais je trouve que c'est super bon. En fait, la Chine, c'est tellement riche, quoi. En cuisine, tu peux pas te limiter à un truc, quoi. Difficile de choisir un plat, mais je sais pas si tu as peut-être une découverte ou un truc qui est pas connu et que toi tu aimes particulièrement. En vérité, il y a un truc que j'adore en Chine, mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé, mais c'est dans le Siam. C'est les nouilles là-bas. C'est les meilleures nouilles que j'ai jamais mangées au monde, en fait. C'était du mouton et une espèce de légumes, j'ai oublié le nom, mais c'est
Mais ça, tu trouves ça nulle part. Même à Pékin, tu trouves pas, en fait. Donc, tu trouves tu dis c'est les nouilles de là-bas, mais ça pas du tout. C'est pourri, c'est pas bon. Ouais, ça, c'est une de mes plats préférés, ouais. Bah, j'ai du mal à dire, ouais, un plat. En fait, ça dépend du mood, de la saison. Et puis tu manges jamais un plat en Chine, tu manges toujours plein de plats en même temps en général. Ouais. Et en même temps. Bah écoute, encore un grand merci pour ton temps, c'était vraiment chouette, ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Et puis j'ai hâte que tu puisses partager ton projet là, Miao Shui, donc en chinois. Et puis tu m'as dit c'est The Ruthless Sword, c'est ça en anglais? No, Blade. The Ruthless Blade. Le nom chinois, il a plus de sens. Mais ouais, quand tu le verras, tu comprendras en fait. Ouais, je veux pas spoiler parce que j'imagine qu'il y a quelque chose derrière. Mais pour donner un petit indice, le premier caractère, c'est le nom qu'on donne au miaulement du chat. Donc il s'écrit avec sur la gauche, il y a un caractère qu'on utilise pour la bouche, donc c'est pour émettre un son. Et puis ensuite, il y a miao, qui est un petit peu l'imitation du son d'un chat. Merci pour votre temps. Et si vous avez encore quelques secondes à m'accorder, pensez à mettre une note étoilée à ce podcast. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.